Bonsoir à tous et merci d'honorer ce rendez-vous d'information sur 3TV. Les titres de ce lundi 2 août. Passation de charge à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Newton Ahmed Bari cède à son fauteuil de président à Élisée Ouedraogo, officiellement installé ce jour. La suite dans un instant. Exercice similaire à l'Assemblée nationale. Alassane Balassah Kandé a installé ce 2 août le comité de rédaction du plan stratégique 2021-2025. Une équipe constituée de toutes les sensibilités que comprend le Parlement burkinabé. Vous la découvrirez, l'équipe bien entendu dans ce 20h. Et puis nous ferons un tour en Tunisie où l'arrestation de 2 députés hostiles au président provoque de l'inquiétude et de vives critiques de plusieurs observateurs et structures de défense des droits de l'homme. Direction la CENI. Élisée Ouedraogo, le nouveau patron de la Commission électorale nationale indépendante, a été installé ce 2 août 2021. Une prise de fonction qui marque le départ de Newton Ahmed Bari, ancien président de l'institution. La cérémonie de passation de charge a permis au président sortant de dresser le bilan de ses 5 années de gestion à la tête de la CENI. Écoutez-le au micro de Fatimata Nikiema. Le ministre d'État chargé de l'administration territoriale Clément Sawadogo, félicitant le président sortant de la Commission électorale nationale indépendante CENI en fin de mandat. Newton Ahmed Bari a cédé sa place de président de la CENI ce 2 août à Élisée Ouedraogo. Mais avant, le président sortant de la CENI est revenu sur sa gestion au sein de l'institution. Il a donc dressé un bilan positif en dépit de toutes les difficultés qu'a connues la structure dans l'accomplissement de sa mission. Aujourd'hui, nous vous laissons, Monsieur le Président, 350 millions de carburant, soit 5 fois plus que ce que nous avons hérité. En termes de ressources financières, nous vous laissons 275 millions de francs CFA hors budget de fonctionnement qui va faciliter, nous le pensons, votre déploiement rapide au regard des urgences à affronter pour être au rendez-vous du 22 novembre 2022. Ces ressources, nous les avons obtenues de la CEDEAO et nous les avons réservées pour les municipales, dont vous pourrez immédiatement en disposer. Des acquis que Newton Ahmed Bari dit léguer comme héritage à la nouvelle équipe de la CENI. Le nouveau patron de cette équipe, Élisée Ouedraogo, dit compter sur le soutien de ses dévanciers pour mener à bien sa mission. Si l'on s'en tient à l'horizon de la fin du mandat des conseils des collectivités prorogé entre-temps, nous avons moins d'une année pour dérouler un processus devant conduire à ce scrutin. C'est un véritable challenge pour nous parce que, contrairement à d'autres équipes qui ont souvent disposé d'un temps plus long pour se préparer, se former et prendre en charge le processus électoral, notre équipe devra y entrer sans tarder. Newton Ahmed Bari s'est également félicité du bon déroulement et de la réduction du coût de l'organisation du double scrutin du 22 novembre dernier. Le nouveau président de la CENI a donc invité ses collaborateurs à plus de dynamisme et de cohésion pour une élection municipale réussie. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassah Kandé, a procédé lui aussi ce lundi 2 août 2021 à l'installation des membres du comité de rédaction du nouveau plan stratégique de l'Assemblée nationale. C'est une équipe technique composée de 33 membres. Sanata Seré vous en dit davantage. Le plan stratégique élaboré par la représentation nationale lors de la 7e législature connaîtra son épilogue en octobre 2021. C'est pourquoi l'Assemblée nationale, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, envisage élaborer un nouveau plan stratégique pour la période 2022-2025. L'équipe technique chargée de l'élaboration de ce plan stratégique a été officiellement installée par Alassane Balassah Kandé. Pour cette nouvelle législature, nous avons estimé qu'il était de bon ton et important pour l'Assemblée nationale que nous puissions élaborer un nouveau plan stratégique qui va tenir sur le mandat des 5 ans à venir. Du reste,
nous sommes en train de réfléchir aussi par rapport à un plan stratégique qui va peut-être aller sur 20 ans, 30 ans, parce qu'il faut faire dans l'anticipation, il faut faire dans la planification, pour ne pas tenir compte uniquement du fait de notre mandat, pour ne pas tenir compte des 5 ans que nous aurons à passer à l'Assemblée nationale. Je pense que si nous partons dans cette dynamique-là, prévoir quelque chose pour les générations à venir, ça permet de baliser le terrain et permettre également à ceux qui vont venir après nous de trouver quelque chose. Ce comité est constitué de parlementaires et de fonctionnaires parlementaires, avec à sa tête la vice-présidente Chantal Boni-Nignan de la majorité, secondée par Aboubacar Sanon de l'opposition politique. Sa mission principale est de proposer les différents axes de la dite stratégie dans un délai d'1 mois. Nous venons d'être installés. Je pense que c'est un travail d'équipe. Nous examinerons ensemble les propositions d'axes stratégiques que nous aurons à faire. Mais d'ores et déjà, sans me tromper, il faut forcément que ce soit pris en compte au moins l'appui institutionnel comme axe. Il faut également que nous regardions du côté du renforcement des capacités et à mon sens, il ne sera pas très difficile pour l'équipe de déterminer les différents axes stratégiques sur lesquels des partenaires voudront bien nous accompagner. Le président de l'Assemblée nationale dit ne pas douter de la compétence de cette équipe à mener à bien la mission qui lui est assignée. Le comité est composé de 33 membres, dont 2 vice-présidents, 6 présidents de groupes parlementaires, 8 présidents de commissions générales et 17 fonctionnaires parlementaires. Le ministre de la Santé a officiellement lancé la 2e dose du vaccin contre le Covid-19 ce lundi 2 août 2021. La cérémonie a eu lieu au CMA de Kosodo, qui constitue un des sites de vaccination contre la maladie. Les populations sont invitées à s'y rendre pour bénéficier pour la première fois ou la seconde fois du liquide protecteur. Mamidriana Kamabou. Il a été le premier à se voir administrer le vaccin contre le coronavirus le 2 juin dernier. Le ministre de la Santé, Charlemagne Ouedraogo, vient de prendre sa 2e dose de vaccin ce lundi 2 août 2021. À travers cette campagne de vaccination, le ministère de la Santé veut marquer son adhésion à la vaccination contre le Covid-19. Il a donc invité les populations à participer massivement à cette campagne afin qu'elles soient protégées de cette pandémie. Vous savez très bien que nous parlons depuis un moment de réouverture des frontières, mais il faudra l'envisager lorsque nous allons atteindre un certain niveau d'immunisation de la population, de sorte à éviter une recrudescence de cette maladie avec des formes graves qui pourraient être délétères pour la population. Donc cette semaine, nous engageons une campagne appelée Tempête, qui fera en sorte que nous aurons 2500 sites de vaccination sur toute l'étendue du territoire. Dans la région du centre, nous sommes passés à 76 sites de vaccination et nous souhaitons vivement que la population puisse s'engager pour la vaccination, car c'est la seule arme efficace aujourd'hui contre la Covid-19 et ses différentes variétés. Les personnes ayant bénéficié de la première dose de vaccin contre le Covid sont vivement conseillées de recevoir la 2e dose pour leur permettre d'avoir le pass vaccinal. Et au ministre de la Santé de donner les détails sur la procédure. Une fois que vous avez reçu votre 2e dose, eh bien, vous avez complété votre vaccination, vous êtes protégé. Et vous pouvez, sur le plan électronique, à partir du site du ministère de la Santé et du site dédié à la vaccination, vous pouvez télécharger votre passe vaccinal qui vous permet de voyager à travers le monde. À chaque fois qu'on va vous le demander, vous pouvez présenter. Bientôt, on délivrera une copie dure de cette carte de vaccination. Mais toute personne qui a un smartphone et qui a complété sa vaccination peut générer le pass électronique sur son téléphone. 40 000 personnes ont été vaccinées depuis le lancement officiel de la campagne de vaccination contre le Covid au Burkina Faso. Ces chiffres sont en descente des attentes du gouvernement. L'objectif du ministère de la Santé est d'atteindre un taux de couverture vaccinale de 70% contre le Covid-19, a laissé entendre le ministre de la Santé.
Lutte contre le Covid-19, toujours. Les employés de Tam Tam Group Presse de TGP ont reçu, il y a de cela juste quelques heures, aux environs de 15 heures donc, la première dose du vaccin AstraZeneca. Le directeur général Frédéric Yirmalé Somé, satisfait de l'opération, a invité bien des sociétés à emboîter le pas de TGP dans cette lutte contre le coronavirus. Reportage de Mamidriana Kamabou. Dans le secteur des médias, Tam Tam Group Presse de TGP donne l'exemple en adhérant à la campagne de vaccination contre le Covid-19. Et le hall du bâtiment abritant de TGP transformé le temps d'une soirée en un centre de vaccination. Tour à tour, les agents sont passés prendre leur première dose de vaccin AstraZeneca. Pour le directeur général de TGP, c'est une invite à la population à se protéger contre le Covid. Il a aussi exhorté les patrons de médias à emboîter les pas de Tam Tam Group Presse. Il n'y a pas de souci, en tout cas pour ces premiers instants, nous nous sentons très bien. C'est une invite aussi pour nous de dire aux populations et de montrer aussi à l'ensemble de la population que nous ne faisons pas que parler, mais nous-mêmes nous passons à l'action. Et si vous remarquez, Tam Tam Group Presse, True TV, Watt FM, Tam Tam Production, nous sommes les premiers médias en tout cas à organiser une campagne de vaccination du personnel de cette envergure. Et donc j'invite aussi tous les autres patrons de médias à faire pareillement et aussi à inciter la population à se faire vacciner. Une trentaine de personnes a été vaccinées lors de cette opération de vaccination contre le Covid-19. Ces volontaires à la vaccination viennent s'ajouter à la liste de 40 000 personnes déjà vaccinées. Une initiative que le ministre a tenu à saluer en faisant le déplacement dans les locaux de Tam Tam Group Presse. J'ai fait le déplacement ici pour vous féliciter de vive voix, pour vous dire que vous avez eu un engagement que nous attendions. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce que vous avez donné le signal. Nous osons espérer que les autres organes de presse, hommes et femmes de médias, vont suivre ce même chemin afin que vous puissiez continuer à faire votre travail en étant protégés contre la Covid-19 et ses formes graves qui pourraient donc ressurgir et endommager la santé des populations. Donc bravo à Tam Tam Group, bravo à Watt FM, bravo à 3 TV et mes félicitations à tous les agents. Cette démarche initiée par le premier responsable de Tam Tam Group Presse fera tache d'huile. C'est aussi la conviction du directeur de la prévention par les vaccinations du ministère de la Santé. Il s'agit d'un très bel exemple à suivre par les autres médias afin de contribuer à faire en sorte que les populations puissent adhérer massivement pour que le Burkina atteigne rapidement l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire 70% qui est donc la couverture qui va permettre d'induire une immunité collective. Après cette première dose de vaccin contre le Covid-19, le personnel de Tam Tam Group Presse recevra la seconde dose le 27 septembre prochain. Les travaux des Assises nationales sur la fiscalité ont pris fin ce 30 juillet 2021 à Ouagadougou. Elles auraient duré 2 jours au cours desquels les acteurs du système ont entretenu des discussions qui ont abouti à des recommandations pour une fiscalité de développement au Burkina Faso. Détail dans ce reportage de Fatimata Nikiema. Quelle politique fiscale pour l'instauration d'une fiscalité de développement au Burkina Faso? Les 29 et 30 juillet, ces acteurs du système de la fiscalité ont répondu à cette question à travers des ateliers thématiques et des communications, chose qui a permis de relever les insuffisances du système fiscal burkinabé. Afin donc de corriger ces manquements constatés, les participants à ces assises ont formulé plusieurs recommandations, parmi lesquelles des recommandations sur la fiscalité locale au service du développement local. Réaliser une étude sur le potentiel fiscal des collectivités territoriales afin de maîtriser l'assiette fiscale, le fichier des contribuables et d'optimiser le recouvrement des recettes locales. Poursuivre la déconcentration des services des impôts en associant les leaders d'opinion. Instituer un quitus fiscal pour les mandats électifs à travers le code électoral
afin de donner l'exemple au sommet sur le civisme fiscal. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement a salué la qualité des travaux et les recommandations qui y sont issues. Lassane Kaboré a assuré que ces recommandations seront prises en compte par le gouvernement. Et je pense que nous allons mettre en place rapidement, en tout cas en ce qui nous concerne au niveau du ministère des Finances, un comité pour pouvoir donc suivre la mise en œuvre de ces recommandations, analyser et naturellement en impliquant la Commission nationale sur la fiscalité pour que l'ensemble de ces recommandations-là puissent progressivement être mises en œuvre afin d'assurer à notre pays effectivement une fiscalité qui réponde à nos ambitions, une fiscalité qui nous permette d'avancer résolument vers une optimisation de la mobilisation des ressources intérieures pour le financement de notre développement. Ces assises nationales de la fiscalité ont été organisées par le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement en partenariat avec le Conseil présidentiel pour l'investissement. Ont pris part à ces assises des représentants du secteur privé, de l'administration publique, de la société civile et des collectivités territoriales. Les promoteurs immobiliers redoutent une terrible crise sociale et économique dans leur secteur. Une tension qui, selon eux, serait motivée par la réforme de la loi 057-2008 portant promotion immobilière au Burkina Faso. Les promoteurs immobiliers accusent leur ministère de tutelle de prendre non seulement des décisions sans leur consentement, mais également de manquer de sincérité dans sa démarche. Dans le reportage que vous découvrirez dans un instant, vous entendrez le porte-parole des associations des promoteurs immobiliers du Burkina faire le tour de la question. Michael Tougri. Pour les promoteurs immobiliers, cet avant-projet de loi regorge de beaucoup d'incohérences et de contradictions d'ordre constitutionnel, législatif et communautaire. La validation d'une telle loi sans large concertation et un consensus pourrait créer une crise sociale et économique sans précédent au Burkina Faso. Le 27 juillet dernier, j'ai reçu une invitation du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat de la ville à prendre part à un atelier d'élaboration des décrets d'application de la loi 057 portant promotion immobilière au Burkina Faso, prévu pour la période du 2 au 7 août 2021. Après concertation, nous avons par voie de courrier, en date du 30 juillet, retiré notre désaccord eu égard à l'expérience de l'atelier précédent sur la relecture de la loi sur la promotion immobilière, dont notre participation n'avait pour objectif que la légitimation de la démarche du ministère et non la volonté réelle d'une prise en compte des propositions, des préoccupations des acteurs du secteur. L'avant-projet de loi, selon Roger Nikeman, dénie le droit des propriétaires terriens à céder librement leurs terres, propose un modèle restrictif de la promotion immobilière, instaure un système de monopole, opère une discrimination notoire entre les sociétés d'État et les entreprises privées. Il occulte le traitement du passif des dossiers déjà introduits qui engagent les chefs de terre, les chefs coutumiers et les propriétaires terriens et les populations. Bref, si l'on y prend garde, ce projet de loi induira certainement un effet contraire, et ce à plusieurs niveaux. D'abord, elle créera une situation ingérable et de nombreux conflits au sein de la population. Aussi, on risquera d'assister à une prolifération sans nul pareil des habitats spontanés avec ses corollaires de fragilisation de la paix sociale. C'était l'objet de la réunion de ce matin. Roger Nikeman rappelle que les propriétaires immobiliers ne sont pas hostiles à l'idée de réforme. Seulement, ces derniers disent militer pour une réforme juste, équitable, sans restriction des droits acquis. Il invite les plus hautes autorités à se saisir de la question afin d'éviter que la bombe tant redoutée au Burkina Faso n'explose. Les vacances scolaires riment bien des fois avec ennui pour les élèves et angoisse pour les parents. Quand Vacances AS Lyon se présente comme une solution pour les deux. Les enfants y inscrits ont pu pendant un mois acquérir des bases en basketball. Pour la première édition, le promoteur se réjouit du succès, mais compte sur bien plus de soutien pour mieux réussir les éditions à venir. Assami Tiemtori.
Permettre aux plus jeunes de s'occuper sainement et utilement pendant les vacances et en prenant du plaisir, tel est l'objectif de ce camp vacances. Et ce sont plus de 30 pensionnaires âgés de moins de 15 ans qui ont bénéficié de l'encadrement des coachs sur le maniement du ballon, la conduite, le lancer franc, le dunk et autres. J'ai appris les lay-ups et comment tapoter, j'ai appris plein de choses. Je pense utiliser ce que j'ai appris pour jouer dans le basket. Je suis satisfaite parce que le basket est une activité qui fait grandir, garder la forme. Et puis genre, comme c'est les vacances là, c'est mieux de s'inscrire à une activité pour mieux progresser, pour mieux garder la forme. Pour cette première édition, l'Alliance Camp Basket a choisi de se focaliser sur les techniques de base, une méthode qui vise à former de façon progressive les enfants afin que l'assimilation soit efficace. Après un mois donc de formation, les organisateurs se disent satisfaits du niveau général. Pour la formation des jeunes, les permettre d'avoir une occupation pendant les vacances et aussi les permettre aussi de bien développer leur organisme. L'année prochaine, on va faire plus que ça. Voilà, on compte repartir à travers un peu dans des différents quartiers pour permettre à certains parents de pouvoir s'inscrire leurs enfants. Voilà, pour la deuxième édition. Je suis très satisfait et je remercie beaucoup à nos partenaires. Et on demande encore plus à d'autres partenaires de venir soutenir le basketball. Venus assister à la cérémonie de fin de formation de leurs enfants, les parents louent cette initiative. Selon leurs représentants, cette activité non seulement participe à l'éducation des jeunes et aide les parents à les occuper pendant les vacances. Oui, c'est une initiative à saluer, c'est à encourager. Et quand on sait que quand on laisse les enfants dans l'oisiveté, ils n'ont rien à faire, c'est que des problèmes. Donc s'ils acceptent de venir pendant un mois prendre leurs vacances pour se lever tôt, venir se dépenser, quand ils rentrent à la maison, ils ont des choses à raconter à papa, ils ont des choses à raconter à maman. C'est peut-être une initiative à encourager. Et voilà, nous en tout cas, on encourage cela et pour les prochaines éditions, nous sommes là pour les soutenir. À la fin de ce camp vacances, une petite compétition a été organisée et tous les participants ont été récompensés en plus d'une attestation décernée. Pour sa 10e participation au JO d'été, le Burkina Faso était dans les starting blocks à Tokyo avec 7 athlètes, comme vous le savez. Après 11 jours de compétition, le pays des hommes intègres ne compte plus qu'un seul athlète en lice. Il s'agit de Hugues Fabrice Zango. Il est considéré comme l'une des grandes chances de médaille pour le Burkina Faso. Retour sur le parcours de ces athlètes burkinabés au JO 2020 à Tokyo avec Assami Tiemtori. Après l'élimination de Paul Domon en cyclisme, Faisal Sawadgo en taekwondo et Lucas Diallo en judo, le Burkina Faso avait toujours quelques chances de médaille avec 4 autres Burkinabés, à savoir Angelica Ouedraogo et Adama Ouedraogo en natation, Mata Kwala en 100 mètres haies et en heptathlon et Hugues Fabrice Zango en triple saut. Adama Ouedraogo, vendredi dernier, en 50 mètres nage libre dès la première série, devrait chercher sa qualification pour le tour prochain. Placé dans le couloir 8, il n'a pas pu suivre le rythme des autres concurrents. Le nageur burkinabé termine 6e de sa série avec un temps de 25 secondes 22. Il arrive avec 0,51 secondes de retard sur le leader de la série. Son résultat est insuffisant pour se qualifier puisqu'il termine 54e au classement général. Dans cette même catégorie en 50 mètres nage libre, mais chez les dames, malgré une 3e place dans la série 4 avec un temps de 20 secondes 38, Angelica Ouedraogo quitte également la compétition. Elle termine 58e au général, un meilleur classement par rapport au JO de Rio de 2016 où elle était 68e et au JO de 2012 à Londres 63e. Les deux nageurs burkinabés sortent donc dès le premier tour de la compétition. Mata Kwala, très tôt ce samedi aux environs de 3 heures du matin, temps universel, se lançait elle aussi dans la compétition. Dans la 3e série des 100 mètres haies, elle débute bien la course mais termine malheureusement à la 6e place avec un temps de 13 secondes 11. Elle est éliminée donc de l'épreuve des 100 mètres haies
mais reste engagée dans l'épreuve de l'heptathlon où elle a encore une chance de sauver sa participation à ces JO de Tokyo. Le seul Burkinabé toujours en lice et potentielle chance de médaille reste Hugues Fabrice Zango. Le Burkinabé entre en matière en triple saut ce mardi 3 août. Si elle se qualifie, il pourra participer à la finale prévue le 5 août prochain. Il est bien de préciser que dans cette discipline, Zango fait partie des favoris. Bonne chance à l'athlète. En Tunisie, 2 députés du mouvement islamo-nationaliste Al-Karama, qui s'est opposé au coup de force du président Kaïs Saïda et à la suspension du Parlement, ont été arrêtés, a annoncé dimanche 1er août le chef de leur parti. Des arrestations qui ont suscité de vives critiques, notamment de la part d'ONG de défense des droits de l'homme suivis. Un poste de Premier ministre toujours vacant, des arrestations de politiques critiques envers le président. Une semaine après la prise de pouvoir de Kaïs Saïed en Tunisie, certains observateurs expriment la crainte d'une dérive autoritaire. Les arrestations qui font polémique ces 3 derniers jours sont celles notamment de 2 députés du mouvement islamo-nationaliste Al-Karama, un parti ultra-conservateur allié d'Ennahda. Ils ont été arrêtés ce week-end et placés en détention provisoire dans le cadre d'une enquête de la justice militaire. Al-Karama compte parmi les partis qui dénoncent un putsch de la part du président Saïed. Vendredi, un député indépendant qui dénonçait lui un coup d'État militaire a lui aussi été arrêté en application d'une condamnation à 2 mois de prison prononcée fin 2018 pour avoir critiqué l'armée, selon la justice militaire tunisienne. Face aux critiques, Kaïs Saïed reste imperméable, d'autant qu'il jouit toujours d'une très forte popularité depuis son élection avec plus de 70% des voix en 2019. Fin de cette session d'information. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Très bonne suite sur True TV, la télévision interactive. Bonsoir.